Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé, qui a le plaisir de recevoir sur ce plateau deux dames pour parler de l'ONG OSH Guinée. Nous allons revenir sur les principales missions en faveur donc des handicapés de Guinée. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Kamara Aminata, responsable JAR et protection, également coordinatrice du projet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah, Dieu merci, je vais bien. Super. Notre deuxième invité s'appelle Baldé Bilgissa, qui est également chargé de suivi et évaluation donc, de l'ONG OSH Guinée. Avec elle, nous allons, bien sûr, comme je le disais, parler de principales missions. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va, vous allez bien? Bien, merci à vous-même. Super, ça va, je vais très bien. Ça fait plaisir de vous recevoir pour parler en tout cas de OSH Guinée. Première question, pouvez-vous nous présenter l'OSH Guinée et ses principales missions en faveur des personnes handicapées en Guinée? Merci pour la question. OSH Guinée est l'organisation non gouvernementale créée en 2017 par Massoud Barré, qui a pour mission principale la promotion et l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap en Guinée pour qu'elles puissent participer au processus de développement de leur pays. D'accord. En tout cas, nous allons découvrir cette ONG. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur les droits sexuels et reproductifs des filles et femmes handicapées en Guinée? Et nous avons mis un accent particulier sur la santé sexuelle et reproductive des filles et femmes en situation de handicap parce que après plusieurs années de travail sur le terrain en tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, nous avons remarqué que les filles et femmes en situation de handicap sont doublement discriminées. D'ailleurs, elles sont discriminées parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont en situation de handicap, mais aussi par leur situation de femmes. C'est pourquoi nous avons pris la santé sexuelle et reproductive des filles et femmes en situation de handicap. Parce que si les femmes n'ont pas l'accès à l'information au service de santé sexuelle et reproductive, elles n'ont pas l'information aussi sur leurs droits. Cela bloque leur accès à tout ce qui est la santé sexuelle en ce qui concerne la planification familiale, la gestion de leur menstrues, mais aussi comment encourager l'accessibilité des filles et femmes en situation de handicap dans les structures sanitaires si elles ne sont pas informées sur l'existence, mais aussi tout ce qui accumule l'accès, les barrières. C'est pourquoi nous avons mis un accès particulier sur les filles et femmes en situation de handicap, parce que nous pensons qu'elles ont plus besoin de l'accès, mais surtout sur les informations clés sur la santé sexuelle et reproductive. La raison pour laquelle nous avons mis un accent particulier sur cette thématique. Alors, aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels quand même ces femmes sont confrontées en Guinée? C'est quoi vraiment les véritables défis? Bon, je dirais que les véritables défis auxquels sont confrontées ces femmes aujourd'hui, comme vous le savez tous, déjà, ma collègue l'a dit, les femmes en situation de handicap aujourd'hui subissent une double discrimination. Non seulement le genre il est discriminatoire, en plus l'état handicap est discriminatoire. Et comme vous le savez, nos infrastructures ne sont pas du tout adaptées. Voilà. Et voilà, elles n'ont pas aussi, voilà, et elles n'ont pas aussi l'accès aux revenus. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souhaitent entreprendre, des femmes en situation de handicap, mais elles n'ont pas l'accès au financement. Donc c'est pourquoi OSH Guinée aujourd'hui se lance beaucoup plus dans l'entrepreneuriat et dans l'autonomie de ces femmes. Et voilà, et comme nous le voyons, surtout du côté santé, les hôpitaux ne sont pas du tout adaptés. Voilà, donc et là, ça constitue vraiment un problème majeur. Pas que les hôpitaux, et même les moyens de transport, voilà. Évidemment, mais là, je parle spécifiquement du côté santé sexuelle et reproductive, parce que là, nous remarquons que tous les hôpitaux, en général, ne sont pas du tout adaptés. Et voilà, et quand elles veulent aussi accoucher, c'est tout à fait des problèmes. Donc, c'est des femmes qui sont dans l'oubli. C'est pourquoi nous avons mis un accent particulier sur cette thématique-là aujourd'hui.
C'est extrêmement important. Alors, en quoi la question du mariage des enfants touche-t-elle également, hein, plus particulièrement d'ailleurs les filles en situation de handicap aujourd'hui? Ok, comme je le disais tantôt, déjà, les filles aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes exposés vraiment dans un monde très, très, très compliqué. Comme, voilà. Pervers, il faut oser le dire. Pervers, voilà, vous voyez. Donc, les filles aujourd'hui, en majorité, très particulièrement d'abord les filles handicapées, elles subissent aussi une double discrimination. Non seulement la famille leur prend comme étant une charge, mais la société aussi ne participe pas favorablement à leur épanouissement. Parce que quand aujourd'hui nous prenons dans le cadre familial aujourd'hui, déjà dû à la pauvreté, parce que nous savons tous, nous vivons en Guinée, comment se passent les choses. Donc la pauvreté déjà prend aujourd'hui une ampleur vraiment qui est vraiment défavorable. Donc ces enfants aujourd'hui sont exposés, ils ne sont pas mis dans les conditions. Donc c'est ce qui fait que la majeure partie de ces enfants aujourd'hui se retrouvent dans les rues et on leur dans la mendicité, voilà, chose qui n'est pas du tout acceptable. Donc il y a de ces femmes aussi qui vraiment, de ces enfants plutôt, ces jeunes qui rencontrent des problèmes tels que des grossesses précoces, des maladies des maladies transmissibles, je voulais dire. Donc c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi nous mettons toujours cette problématique en vue de tous. Alors, comment vous traduisez alors les mécanismes pour peut-être protéger ces enfants-là? Concrètement, qu'est-ce que vous faites à Hoche Guinée? Il faut savoir que Hoche Guinée travaille sur plusieurs domaines en ce qui concerne la promotion de l'éducation inclusive, c'est-à-dire permettre aux personnes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap, d'être scolarisés, mais dans les établissements scolaires. Parce que nous ne pouvons pas parler de leur avenir ou de leur promotion sans d'abord, à la base, parler de l'éducation, parce que tout repose sur ça. Et nous intervenons aussi sur l'accès aux santé, notamment à la santé sexuelle et reproductive, parce que si nous parlons de l'éducation, en général, il faut parler aussi de la santé. Donc, nous faisons de sorte que toutes les personnes en situation de handicap aient l'accès aux santé, parce que c'est un droit pour tous. Et nous intervenons aussi dans la formation et l'autonomisation des personnes en situation de handicap, mais particulièrement les filles et femmes en situation de handicap. Au jour d'aujourd'hui, nous avons intervenu dans plusieurs régions de la Guinée, telles que même à Conakry ici, Kankan, Mamou, Sigiring, à Forêt-Caria, à Zérékoré et Boké, pour vraiment permettre aux personnes en situation de handicap d'être autonomes. Parce que si nous parlons de droits, si on n'est pas autonome, les droits seront bafoués, même si vous êtes informé de votre droit. Mais si vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous pouvez subvenir à vos besoins. C'est la raison pour laquelle nous intervenons dans l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Nous intervenons aussi dans les violences basées sur le genre, c'est-à-dire toute forme de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap, parce que c'est important. Si les personnes valides sont discriminées, sont violentées, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, déjà, d'autres sont femmes. Quand on est femme, notre droit est bafoué, on est discriminé. À plus forte raison, on est femme et en situation de handicap. C'est pourquoi nous garantissons le droit, mais surtout nous protégeons les filles et femmes en situation de handicap pour les permettre d'être vraiment en sécurité et d'être rassurées. D'accord. Donc, c'est sur ces facteurs-là nous protégeons. Nous sensibilisons aussi dans les communautés, parce que souvent, c'est à la famille à la base, nous le disons souvent, c'est la famille. Quand vous avez une personne en situation de handicap, il faut commencer d'abord à protéger la personne. Parce que la discrimination commence à la maison. Si un enfant est à la maison, elle est discriminée. Quand elle sort dehors, c'est la discriminée. Donc nous sensibilisons dans les communautés la population sur l'acceptation des personnes en situation de handicap pour réduire la stigmatisation. Donc c'est tout un mécanisme pour vraiment réussir la mission. Alors, on va évoluer. Existe-t-il aujourd'hui des chiffres ou des constats qui illustrent quand même l'ampleur de ces problématiques dans nos communautés? Est-ce que vous avez réussi quand même à mettre en place
Il n'existe pas à 100% des données standards, parce que les données qui existent sont des données qui ont duré. Okay. Donc nous-mêmes, à la base, nous travaillons avec l'État, mais aussi avec les partenaires techniques pour nous permettre d'avoir les données, des données fiables. Aujourd'hui, depuis combien d'années on dit que les personnes en situation de handicap en Guinée représentent 1,5%. Les 1,5%, il y a 47% qui sont des femmes. Donc présentement, il n'y a pas de données désagrégées standards, mais nous y travaillons pour vraiment, en tout ce qui concerne la santé, pour avoir l'accès avec les personnes en situation de handicap, mais aussi l'éducation, savoir le taux de personnes en situation de handicap scolarisées et non scolarisées. Ouais. Si nous avons ces données-là, nous-mêmes, ça va nous permettre de savoir est-ce que le travail que nous sommes en train de faire, les sensibilisations, mais aussi les parrainages, est-ce que ça impacte positivement? Est-ce qu'il y a une évolution où il faut renforcer encore le travail que nous sommes en train de faire? Donc c'est un peu ça. Pour un peu emboîter sur le pas de ma collègue, concernant déjà ces chiffres dont nous n'avons pas encore totalement la même mise, nous invitons d'ailleurs la ministre à nous aider vraiment à faire une étude sur le terrain, un recensement à l'endroit des personnes en situation de handicap, parce que non seulement ça peut nous faciliter le travail, mais ça peut aussi donner plus d'espoir aux personnes en situation de handicap qui vivent déjà dans cette grande vulnérabilité aujourd'hui. Ça sera une sorte de tableau de bord. Ça permet d'orienter par exemple des ressources si ces ressources-là sont obtenues auprès des bailleurs, c'est extrêmement important. On espère que le message va en tout cas être entendu. Allez, on va continuer. Alors, quelle action concrète menez-vous aujourd'hui pour sensibiliser et protéger quand même ces filles et femmes sur le terrain en Guinée? Alors, en ce qui concerne les actions pour sensibiliser et protéger les filles et femmes en situation de handicap, nous passons souvent par la sensibilisation. Parce que peu importe ce que nous faisons, si les gens ne sont pas informés, les gens n'ont pas de connaissances sur le droit des personnes en situation de handicap, ils vont toujours bafouer. Donc, nous passons par les sensibilisations des parents, des communautés, pour informer sur tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a d'autres même qui ont des idées, qui pensent que vraiment, il y a certains types de handicap. Par exemple, si une femme en situation de handicap se marie avec un homme en situation de handicap, ils vont forcément avoir des enfants qui sont en situation de handicap. Donc, si la population ne sont pas informée sur ces stéréotypes-là, ça va toujours... ça va toujours fatiguer les gens parce qu'ils n'ont pas bien compris. Par exemple, il y a d'autres qui pensent qu'une femme qui est en situation d'albinisme, par exemple, se fait traiter par un médecin. Ce médecin-là n'aura pas de longue vie. On a souvent entendu ça dans les communautés. Moi-même, j'y croyais, mais à travers les informations et l'information, tout ce qui tourne sur le handicap, j'ai appris maintenant que c'est faux. Ce sont des informations souvent qu'on met dans nos idées. Nous aussi, on y croit. Donc, on passe souvent par la sensibilisation, mais aussi par la formation. On forme les prestataires de services de santé, parce que si nous prenons aujourd'hui un médecin, lui, ou les sages-femmes ou les gynécologues, tout ce qui est de la gynécologie, il s'y connaît. Mais en ce qui concerne la gynécologie d'une personne en situation de handicap, par exemple, lui, il connaît son métier de médecin, mais la médecine, le métier n'est pas accessible au handicap. Donc, nous formons les prestataires de services de santé sur la santé sexuelle et reproductive sensible au handicap, c'est-à-dire prendre dans la santé sexuelle, inclure la santé des personnes. Prendre en compte vraiment les personnes parce en que, situation, par exemple, si une femme malentendant vient, elle parle avec un médecin, il ne comprend même pas ce dont la personne souffre. Mais si dans les structures sanitaires, il existe des personnes formées sur le handicap, mais aussi des dessins accessibles. Par exemple, dans d'autres pays, quand vous partez, une personne en situation de handicap vient, tu n'as même pas besoin. Les informations sont adaptées dès à la porte. L'accessibilité est bien accueillie, vous voyez. Mais ici,
Dans d'autres, on a vu dans des banques, je me suis croisée avec une femme qui était partie faire un retrait d'argent. Elle avait son chèque, mais le vigile même qui était à la porte a pensé que la femme est venue pour faire la mendicité sans d'abord s'approcher en tant que vigile, s'allier, connaître ce en quoi elle est venue. Directement, elle a commencé à rejeter la dame. Elle dit, il n'y a pas d'argent, il faut aller. Je me suis approchée parce que je connais le domaine. Je me suis approchée, j'ai demandé à la dame, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, il y a quoi? La dame m'a dit, j'ai un chèque, je suis venue retirer mon argent. Et je suis rentrée ces jours-là, je suis partie dans leur bureau, j'ai informé les responsables. Prochainement, j'ai dit, faites comme ça, faites comme ça. Donc, la sensibilisation, surtout l'information compte. Quand on n'est pas informé, je ne sais pas quel mot je vais placer là-bas. On passe largement à côté. On passe largement et puis on garde les idées dans la tête qui ne sont pas réelles. Donc souvent, il faut sensibiliser. Nous faisons aussi des plaidoyers au niveau de l'État, parce que si nous faisons des recherches, nous sensibilisons, il y a des choses sûrement qui sont invisibles, je dirais même qui ne sont pas invisibles. C'est visible, mais peut-être que c'est négligé. On ignore. Que ça soit au niveau de la population, mais aussi au niveau de l'État, qui sont négligés. Donc, qui peut voter des lois, qui peut prendre des sanctions. Nous nous approchons dans les directions concernées, que ce soit de l'éducation, la santé, pour faire des plaidoyers, pour inclure le handicap dans les politiques publiques, pour permettre, mais aussi appliquer les lois qui protègent les personnes handicapées. Donc, nous passons... C'est extrêmement important. Alors, quel rôle justement les médias doivent jouer vraiment pour vous aider à mieux réussir cette mission-là? Ok, merci pour cette question. Déjà, moi je dirais que les médias doivent jouer un rôle vraiment crucial, c'est-à-dire déjà à travers les émissions que vous faites, vous devez souvent parler des questions, des problématiques des personnes en situation de handicap. Je vous invite même à proposer des sujets concrets qui parlent des personnes en situation de handicap et aller même sur le terrain et voir et valoriser et faire des reportages, des interviews à l'endroit des personnes en situation de handicap. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui la visibilité sur les réseaux sociaux, voilà, c'est le point focal au fait. Tout y passe. Donc vraiment, les médias doivent jouer un rôle vraiment très très important pour l'épanouissement de ces personnes en situation de handicap aujourd'hui. C'est extrêmement important et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment même dans cette émission Face à Pathé. Alors, comment les familles également et les communautés peuvent-elles contribuer à changer les mentalités? Parce que vous avez évoqué ça tout au long presque de vos interventions, les mentalités, si ça change, on réussit carrément le pari. Ouais. Donc, concernant le changement de mentalité, je dirais que tout commence au niveau de la famille. La famille, c'est la base de toute chose. Voilà, il faut d'abord que les parents aident ces enfants-là, ces personnes en situation d'handicap, de s'affirmer, avoir vraiment une confiance en soi. Parce que c'est quand tu es dans la famille qu'on te montre vraiment que tu es une personne handicapée, que tu te sens handicapé. Mais quand déjà tu es là, on te met face aux épreuves, on te met face aux tâches, on te met vraiment, on fait une confiance, on pense que tu es vaurien, tu ne dois pas avoir, par exemple, accès à l'éducation. Voilà. Donc déjà, c'est cette famille-là qui doit te valoriser, mettre d'abord les capacités en devant au lieu de les limiter. Donc, allant du côté de la communauté, je dirais que les communautés aujourd'hui doivent nous aider. C'est-à-dire, quand je parle d'aide, ils doivent déjà s'approcher beaucoup plus des personnes en situation de... C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que déjà, comme on le dit, nul n'est à l'abri du handicap. On peut être handicapé à tout moment. Voilà, c'est pas exclu. Donc les personnes aujourd'hui, cette communauté-là, doivent nous aider à travers, c'est-à-dire les sensibilisations qu'ils doivent faire et voilà des activités qu'ils font, inviter les personnes handicapées. C'est-à-dire nous prônons l'inclusion au lieu de l'exclusion. Donc cette communauté-là aujourd'hui doit jouer un rôle vraiment essentiel et crucial pour l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Dernière question avant de boucler la boucle dans cette émission Face à Pathé. Quel message souhaitez-vous adresser aux autorités, à la population guinéenne à l'issue de cette initiative? Je commence par vous, madame. Le message clé que j'ai pour l'État,
tout ce qu'on est en train de faire, la promotion, l'éducation, si l'État n'inclut pas les politiques qui protègent les personnes en situation de handicap et veiller à l'application de ces politiques-là, nous allons beau travailler. Mais le travail même que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'aider l'État. Donc l'État a leur tour de veiller à l'application, inclure les politiques de handicap dans le processus de développement du pays. C'est dans ça que les personnes en situation de handicap vont se sentir dans leur place. Donc c'est ce message-là que j'ai pour l'État. Oui, Madame Ba. Bon, moi je dirais que déjà l'État étant vraiment le haut niveau de toute une nation, moi vraiment j'invite à ce qu'ils soutiennent ces personnes-là. Parce que déjà le grand rôle revient à l'État. Nous avons un ministère aujourd'hui. Donc il faut vraiment que ce ministère-là participe activement et voilà et mette vraiment l'accent sur ces problématiques-là. Parce que je vous dis aujourd'hui, nous avons tellement des problèmes que ça finit pas. Donc nous avons déjà l'emploi des personnes handicapées aujourd'hui qui est un problème. Donc vous voyez, donc il faut déjà que voilà ce ministère-là mette l'accent sur ces problématiques-là. Donc il faut donc la participation de tous les ministères. Et voilà, et j'invite également les sociétés civiles sans lesquelles on ne peut pas évoluer. Nous leur invitons également à intégrer les personnes en situation de handicap. Et pour ceux qui ont des projets, de les accompagner. Surtout du côté de l'entrepreneuriat et autres, parce que nous savons comment ça se passe aujourd'hui. Donc, il faut vraiment une synergie d'action. Mais aussi les entreprises privées, parce que nous parlons de l'État. Il est recommandé, ça y est, dans les lois, chaque entreprise doit prendre des personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Mais aujourd'hui, nous remarquons par manque d'accessibilité, les entreprises-là n'arrivent pas à employer des personnes. Donc, ces entreprises-là doivent veiller à l'inclusion. C'est très important pour les personnes en situation de handicap. Avant même de parler de ces entreprises-là, il faut d'abord que les ministères vraiment soient d'abord accessibles. Pour ceci, la pose d'abord les premières actions. Ils doivent d'abord intégrer les personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Avant de parler des entreprises privées, c'est essentiel. On en a tellement à dire, mais on se limite ici. Merci beaucoup en tout cas Madame Camara et également Madame Baldé. Ça a été un plaisir pour nous. Le plaisir est partagé. C'est une première, on espère en tout cas ça ne sera pas une dernière. Ça va être la prochaine fois, nous Inch'Allah. irons dans vos logos et ça sera un plaisir de partager un plateau avec Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc on parlait de Hoche Guinée, notamment les personnes en situation de handicap. C'est terminé face à Pathé pour ce nouveau numéro. À la réalisation, il y avait Lamarana Djebousso. On se retrouve très prochainement sur Planète. Salut, ciao, ciao.